Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. On va revenir aujourd'hui sur cette victoire de l'Inter à Salzbourg, victoire 2-1 des Nerazzurri en Ligue des Champions qui conforte leur deuxième place avec 7 points en Ligue des Champions. La qualification commence à se rapprocher. On va en parler aujourd'hui avec un plateau inédit qui fait son retour. On a ni Fédé ni Gauthier cette fois, puisque aujourd'hui on a Nico qui est avec nous, qui fait son grand retour depuis qu'il nous avait vanté le 2 Herbie-Ball. Comment ça va, Nico? Ça va les gars, tranquille. Pour compléter aussi l'équipe, on a aussi Lorenzo qui est là sur le podcast. Comment ça va, Lorenzo? Non, ça va très bien et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Victoire 2-1 de l'Inter. Alexis Sanchez a ouvert la marque. Gluck, le joueur de Salzbourg, a égalisé. Et ensuite, c'est Çalhanoğlu sur un penalty obtenu par Fratesi qui transforme tout ça. Bon, Lautaro avait mis le but du 3-1. Malheureusement, ça a été refusé pour une position de hors-jeu. Donc, l'Inter terminera ce match sur le score de 2-1. Nico, sur ce match-là, on a vu une Inter, on va dire, qui a fait le job, on dira, qui a pris les 3 points, ce qu'il fallait prendre après les 3 points face à Benfica. Qu'est-ce que tu en retiens un peu de cette victoire de 1 face à Salzbourg? Ben, encore une fois, en Champions League, cette saison, je trouve qu'on a du mal à démarrer. On se fait très bousculer. Les joueurs, ils ont vraiment du mal à rentrer dans leur match. On se fait même peur. Je ne sais pas pendant combien de temps, minimum 20 minutes, on se fait très peur. On donne des occasions bêtement. Et comment Et après, on voit que quand on prend le match en main, en fait, l'équipe en face, elle était largement abordable. Et je ressens le même problème, peu importe l'adversaire, à part, on va dire, le derby qui est un match un peu particulier. Pour l'instant, ça passe. Ça, c'est pas passé dans tous les matchs, mais ça passe. Mais j'ai peur de quand on tombera contre un très gros adversaire en Champions League, parce que on pourra pas se permettre ces débuts de match-là. Donc le côté gestion, on va dire, me plaît parce que on gère bien pour l'instant, mais c'est juste les entames de match, on se fait trop peur. Et quand on tombera contre un adversaire qui va nous mettre directement une claque en début de match et qu'on va courir après le score, ce sera une histoire différente. Donc voilà les points qui me dérangent, on va dire. Moi, pendant 10 minutes, on n'a pas existé. 10 premières minutes du match, on n'a pas existé du tout de la rencontre. On n'arrivait pas à sortir un ballon correctement. Après, à partir de la 12e minute, ça allait mieux. On a commencé à mieux gérer nos temps forts, ce qui amène le but d'Alexis Sanchez. Mais sinon, une première mi-temps qui avait été très bien maîtrisée après le but. On sentait qu'on était serein, qu'on pouvait en mettre un deuxième. Et en deuxième période, on se fait peur sur quasiment une de leurs premières occasions de la deuxième mi-temps où ils arrivent à rentrer et à envoyer le ballon sur une passe longue et qui amène le but de l'égalisation. Ce qui prouve que en Ligue des Champions, on a un problème de concentration qui devient quand même bizarre parce qu'on est une équipe qui est supposée avoir connu la finale de Ligue des Champions et ce genre de frayeur on ne devrait pas les connaître. Mais le point fort, je trouve, c'est que l'équipe, après le but, ne s'est pas effondrée, a bien réagi. Donc, moi, j'ai plus l'impression que les turnovers sont plutôt bons, les remplaçants font leur taf. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il va falloir qu'on retrouve une certaine solidité. On a, on va dire, pris à nouveau un but après ce but concédé face à la Real Sociedad. Aussi, Nico, par rapport à ce match face à Salzbourg, il y a eu, on va dire, de la rotation. Qu'est-ce que tu en penses aussi de ce système un peu de faire des rotations en Ligue des Champions pour Inzaghi? Il avait fait ça contre la Real Sociedad. Bon, la casse, si je puis dire, a été limitée en prenant ce point grâce à ce but de Lautaro. Pas tellement de rotation, mine de rien, majeure, en tout cas face à Benfica, victoire 1-0 avec un score qui aurait pu être
peut-être plus large. Et là, face à Salzbourg, il a, on va dire, recommencé avec un peu plus de rotation. Tu comprends ce système de rotation en Ligue des Champions? Franchement, quand j'ai vu la compo, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris là où il voulait en arriver en mettant Augusto dès le début du match, Fratesi titulaire. Enfin, en fait, je comprends pas au niveau du timing de pourquoi il met ces joueurs-là titulaires dans des matchs, ou même si c'est Salzbourg en face, ça reste un match Champions League. Donc des turnovers, oui, mais je les comprends pas. Après, tant mieux, il en fait, parce que quand il en fait pas, on se plaint, on se dit que les joueurs sont cuits. Donc c'est bien qu'il les fasse. Maintenant, au niveau du timing, cette fois-ci, c'est bien passé. Mais je trouve qu'il joue quand même un peu avec le feu. On verra avec le temps s'il avait raison ou s'il a tort. Je préfère qu'il prenne des risques. On a vu la saison passée qu'il ne prenait pas du tout de risques, même quand dans la période où on pensait tous qu'il allait être viré, il gardait le même système, les mêmes joueurs. Donc cette fois-ci, il prend des risques, on verra quoi. C'est peut-être aussi un des problèmes de son 3-5-2, c'est que vu qu'on sait à peu près comment ça va jouer, les joueurs qui doivent intégrer ne sont pas encore totalement intégrés. Tu vois le match de Carlos Augusto qui est solidement et solide défensivement, mais offensivement casse ses lacunes et tu sens qu'il apporte pas autant qu'un Di Marco. Sanchez a quand même fait une bonne première mi-temps, mais en seconde c'est complètement éteint. Donc on voit aussi surtout peut-être les petites lacunes de son 3-5-2 et des nouveaux joueurs qu'il essaye d'intégrer dans ce nouveau système. Surtout que Fratesi, il doit encore le découvrir aussi, même si je trouve que des joueurs de la rotation, ça a été l'un des meilleurs. Mais moi, j'ai plus l'impression que cette façon de jouer est en train un peu de casser un peu sa défense, que j'ai trouvé très inquiétante face à Salzbourg, qui a à chaque fois dégagé les ballons, mais de façon un peu à la panique, comme si ils n'étaient pas sereins. Moi, j'ai vu un De Vrij qui était en difficulté pour la première fois de la saison et un Bastoni qui a eu beaucoup de mal à bouger. Déjà, face à la Ligue des Champions, si on prend les 3 premiers matchs, face à la Sociedad, selon moi, il s'est planté dans ce qu'il a voulu faire, clairement. L'équipe n'était pas du tout au rendez-vous. On marque un but et heureusement que Lautaro arrive à marquer sur quasiment l'une de nos rares occasions. Mais on voit que Sociedad derrière n'était pas non plus imprenable. Elle était prenable, cette équipe. C'est juste que je pense que son système et ses choix de joueurs n'ont pas été bons du tout. Et on l'a vu. Il a voulu faire une rotation. Ok, t'as fait ta rotation face à Sociedad, c'est pas passé. Face à Benfica, t'en fais pas trop, mais tu gagnes. Mais tu dois gagner avec un score beaucoup plus large. Et derrière, tu refais ça face à Salzbourg, et face à Salzbourg, tu évites le pire. Parce que Salzbourg aurait pu obtenir encore un 2 partout, mais aurait pu même, imaginons, elle aurait été un peu plus réaliste devant, elle aurait pu égaliser, même marquer un troisième but et nous battre. Donc pour le moment, ces petits détails, ça passe. Mais la question, moi, qui me fait un peu peur en Ligue des Champions, c'est que pendant combien de temps cela va-t-il encore passer? Parce que faire des rotations en Ligue des Champions, tu vas pas pouvoir le faire tout le temps. Face à ces équipes-là, ok, mais quand tu vas arriver en huitième, tu vas pas mettre Carlos Augusto, tu vas pas mettre des joueurs qui ne connaissent pas encore ce système et qui sont pas adaptés à son jeu. Et pour parler du jeu, ça fait depuis quelques matchs qu'on s'en inquiète un peu quand même qu'on s'inquiète un peu sur le fait que le jeu ne progresse plus et même a un peu régressé. Ouais, moi je pense la même chose. Je pense que on gagne les matchs ici en Champions League parce que individuellement, les joueurs sont meilleurs que les adversaires. À part la Sociedad où à certains postes, les joueurs ils peuvent rivaliser avec les nôtres. Mais collectivement, on n'est pas vraiment supérieur à toutes les équipes que l'on a joué en Ligue des Champions. Et donc, comme les individualités de notre équipe limitent, on va dire, l'écart entre les équipes par rapport au collectif, on s'en sort avec, entre guillemets, des exploits. Parce que le premier but contre Salzbourg, c'est Mkhitaryan qui arrive à trouver la place pour faire la passe. Alex Sanchez débarque de nulle part et vient la mettre, mais dans le jeu, on était. Ah, en fait, t'as Fratesi qui l'a dévié un peu et qui arrive quand même à trouver Sanchez dans la bonne direction aussi. Ouais, et s'il la touche pas, on ne sait pas si.
Parce que le fait de la toucher, est-ce que ça ne la ralentit pas pour que Sanchez arrive derrière, puisse la pousser? On ne sait pas. Bon, après, ses buts, on ne va pas revenir dessus. L'action, elle est bien menée. Mais collectivement, on n'était pas dedans. Sociedad, on s'est fait bousculer pendant 60 minutes. Pour moi, on est à la limite du braquage. Et Benfica, oui, première mi-temps, c'était pas terrible, mais c'est encore un problème collectif. Donc, on a le côté où les joueurs, moi, paraissent déjà certains cuits. Et ces turnovers faits à des moments, on va dire, particuliers, aident pas à créer on va dire, un collectif solide, même si on a les mêmes joueurs depuis quelques saisons. C'est la 3e saison d'Inzaghi. Ils connaissent déjà le système et ses demandes. On a quand même eu des changements à certains postes. Par exemple, le fait de jouer avec Thuram, c'est pas du tout la même façon de jouer que la saison passée avec Dzeko, qui a un profil totalement différent. Donc, la façon d'attaquer, il faut on va dire, entre guillemets, la réapprendre. Et même de Lukaku, c'est totalement différent. Aussi. Et je trouve offensivement, on commence à ressentir, je trouve, une dépendance à Thuram par rapport à sa polyvalence. Même si Sanchez, avec son but, il nous a apporté, mais on sent qu'offensivement, on n'est pas aussi tranchant que quand il y a Thuram. Au niveau des latéraux, je trouve que quand il y a Di Marco, le jeu penche énormément à gauche. On est limite dépendant de lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il spamme autant les centres. C'est parce que tout le jeu bascule à gauche. Donc lui, il se retrouve souvent face à des blocs resserrés de son côté. C'est pas un gars qui sait dribbler, il n'est pas spécialement rapide. Sa qualité première, c'est les centres, puisque pour moi, il a une main à la place des pieds. Donc, il balance des centres. Mais oui, je trouve que notre problème, il est d'abord collectif. Il est physique et collectif. Pour l'instant, on s'en sort parce que les individualités arrivent à faire la différence. Tant que, pour moi, on va dire, la pièce n'arrive pas à tomber pour qu'on ait un collectif bien huilé, on va dire, on va avoir des problèmes. Et ces débuts de match, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ça nous réussit. Mais on verra si en 8e, par exemple, on tire, je ne sais pas, le Real ou le Bayern. Déjà, face à la Sociedad, notre début de match a été tellement catastrophique qu'on prend un but, je crois, dès la 2e, 3e minute. Donc ça prouve que nos débuts de match, il va falloir vraiment s'améliorer sur ce point-là. Il y a un peu une dépendance aussi à Mkhitaryan au milieu de terrain, où vu que c'est un joueur très polyvalent, mais en même temps qui excelle partout, entre guillemets, souvent les joueurs polyvalents sont un peu bons partout, lui il excelle dans tous les domaines. Il y a cette réticence, peut-être j'ai peut-être même envie d'aller dire le mot crainte de Inzaghi de le sortir, parce qu'il n'y a aucun joueur à son profil sur le banc, même un Klaassen qui est on le sait, à l'Ajax, est un joueur qui a joué partout et qui est un joueur très polyvalent, assez complet dans sa palette, a pas déjà encore appris les habitudes de l'Inter et surtout a pas le niveau de performance qu'a Mkhitaryan. Donc on a entre guillemets la Mkhitaryan dépendance, on a un peu Thuram aussi qui nous facilite notre jeu et on n'a pas son profil similaire, parce que même si Arnautovic revient demain, il nous fera pas les courses similaires à Thuram dans la profondeur. Je trouve aussi que mine de rien, sur les derniers matchs, Dumfries sur le début de saison, même Dumfries est aussi très important et son profil très physique déjà n'est pas compensé par Cuadrado qui est blessé, et Darmian, on l'a vu contre le Torino, c'est plutôt limité aussi par rapport à ça. Est-ce que mine de rien, Nico, il y a quand même pas mal de joueurs qui rendent l'animation du 3-5 de Inzaghi bien meilleure et qui du coup, Mkhitaryan, c'est très difficile de le faire sortir parce que quand il est plus là, l'équipe, mine de rien, est différente et doit s'organiser très différemment. T'en parlais aussi avec Thuram, on en parle aussi avec Dumfries en attendant que Cuadrado revienne. Donc c'est vrai que Nico, il y a certains joueurs qui, mine de rien, ne doivent pas se blesser ou ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas débuter sur le banc parce qu'ils sont trop importants dans le système d'Inzaghi. Je pense que, par exemple, le profil de Thuram, offensivement, il va créer une dépendance parce que il complète, on va dire, parfaitement le duo avec Lautaro. Et je trouve que Lautaro est libéré quand il joue avec Thuram, plutôt que quand il joue avec les autres. Où, moi, contre Salzbourg, Lautaro, il fait son match, mais je l'ai trouvé un peu éteint par rapport à quand il joue avec Thuram, parce que je pense que, par exemple, Lautaro, quand il joue avec Thuram, il se dit, je peux construire, si je ne suis pas dans le rectangle, il sera là.
je peux venir redescendre plus bas pour relancer le jeu parce que je sais qu'il va reprendre la profondeur. En plus, Thuram, je trouve que Dumfries joue mieux quand il y a Thuram aussi parce que j'ai l'impression qu'ils se comprennent. Les courses de Thuram, je pense, sont un peu similaires au système dans lequel jouent les Pays-Bas, où devant lui, avec les Pays-Bas, il y a un gars qui prend aussi l'intérieur, qui prend la profondeur, avec qui il s'est combiné. Parce que Dumfries, on sait qu'il ne peut pas jouer face à un bloc bas arrêté. Il n'a pas la qualité technique pour éliminer ou apporter cette explosivité. Il doit venir toujours, on va dire, de la seconde ligne parce que c'est un gars qui a de la puissance et qui il n'a pas une grosse explosivité due à son physique. Et on voit que c'est un gars très rigide, pas très souple et tout. Donc on a déjà cette, on va dire, cette dépendance à Thuram devant. Au milieu de terrain, bon, la saison dernière, je trouvais qu'on avait une dépendance à Barella au niveau de la créativité. Et cette saison, il n'est pas dedans. Mais on arrive quand même à faire le taf sans lui. On verra combien de temps parce qu'il nous a quand même sauvé dans beaucoup de gros matchs la saison dernière. Et je ne veux pas qu'on se dise que ça y est, il est plus important. Ça reste Barella, même si pour l'instant il n'est pas dedans. Il fait son taf défensif, il est omniprésent, il propose. C'est juste qu'il a, il a plus, on va dire, le petit coup de chance de quand il fait une frappe, elle passe. Quand il va chercher une passe un peu, on va dire, fantaisiste, elle passe. Il y a des périodes comme ça où que ce soit dans le sport ou même dans la vie, il y a tout qui te réussit ou il y a tout qui ne va pas. Et pour l'instant, il est dans la période où ça ne va pas. Donc, pour l'instant, on voit que c'est Mkhitaryan qui reprend ce côté un peu plus créatif parce que c'est un gars très à l'aise balle au pied. Il sent le jeu. Mkhitaryan, il est toujours super bien placé. Il se propose toujours. Il joue toujours dans le sens du jeu. Donc, on a déjà cette dépendance-là. Et je trouve aussi qu'on a une dépendance à Bastoni au niveau de la relance parce qu'il nous propose tellement de possibilités avec son jeu court, son jeu long, quand il déborde. En fait, on a une dépendance à des gars parce qu'ils excellent. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est compliqué. Je pense que c'est un problème de riche d'avoir une dépendance à des gars qui excellent. Parce que s'ils étaient mauvais, on n'aurait des dépendances à personne, mais on n'aurait que des problèmes. Donc, oui, c'est compliqué. Je pense que les turnovers qu'il fait actuellement, j'espère qu'ils vont aider à trouver des alternatives au cas où un de ces gars-là se pète. Mais ouais, c'est vrai qu'on a quand même, actuellement, on a une dépendance à certains joueurs, quoi. Moi, j'ai trouvé que Dumfries face à Strasbourg, c'était pas son meilleur match offensivement. Je l'ai trouvé même avec beaucoup de déchets. Il a eu du mal à se trouver avec Fratesi, mais bon, pour la défense, c'est que Fratesi et lui, je crois que c'est la troisième fois qu'ils sont associés. Je trouve qu'avec Barella, quand il est associé à Barella, Thuram, il arrive plus facilement à se trouver dans la profondeur, à créer des choses. Alors que c'est vrai que Fratesi, peut-être il n'a pas encore ce réflexe de chercher tout le temps Dumfries dans ce registre-là. Moi, je pense qu'on a surtout une dépendance à Çalhanoğlu. Voilà, parce qu'on l'a vu quand il est sorti, Aslani, il n'a pas sa qualité de pied. On sent qu'Aslani, il n'est pas encore prêt, malheureusement, mais ça, c'est le défaut de Inzaghi de ne pas l'avoir préparé l'année dernière. On sent que si Çalhanoğlu n'est pas là, tu vois que Aslani ne pourra pas faire le travail que fait Shana. Barella, faut qu'il retrouve je pense qu'il faut juste qu'il retrouve un rythme correct et après ça ira mieux. Même si face à Salzbourg, j'ai trouvé son entrée était intéressante parce que je l'ai retrouvé un peu explosif. Il est reparti dans les choses qu'il savait faire et il s'est contenté à ça. Carlos Augusto, personnellement, avec Bastoni, j'ai senti que ça se trouvait pas parfaitement. Donc Bastoni ne pouvait pas forcément monter. Et quand Bastoni montait, d'ailleurs, c'était là qu'on avait nos meilleures actions. Donc ça prouve que le problème, c'est pas tant que on a un problème de riche, c'est qu'aussi il faut que les joueurs arrivent à se comprendre maintenant. Parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Donc c'est à eux de créer des nouveaux liens, de pouvoir se trouver, mais même si c'est pas les mêmes joueurs, parce que malheureusement on sait bien qu'il y aura des blessures, on le sait, et ça sera à eux de rendre ce groupe solide et de trouver des liens entre eux.
Et puis, comme tu disais, en attaque, c'est vrai que on a Lautaro, on a Thuram. Après, tu vois bien que Sanchez, sur certains matchs, va pouvoir te faire des choses. Mais Sanchez, depuis de son retour, n'est pas exceptionnel et a même eu du mal à se trouver. Il a fait 45 bonnes minutes face à Salzbourg, mais la deuxième, moi, j'ai retrouvé un Sanchez que je détestais, qui tentait de garder le ballon, qui a voulu tenter des choses, mais inutiles. Donc, honnêtement, je vois des bonnes choses, mais je vois qu'il y a aussi des côtés, quelque chose de négatif au sein de notre effectif qu'on ne devrait pas voir pourtant. On va passer du coup les gars sur la deuxième partie du podcast et on va parler un peu du nouveau sponsor Qatar Airways qui va du coup sponsoriser l'Inter jusqu'à la fin de saison, qui devrait verser 1,5 million donc pour le reste de la saison, en sachant que Paramount voilà est sponsor principal du maillot jusqu'à la fin de saison, qui verse une quinzaine de millions à peu près, peut-être un peu plus avec les bonus. L'Inter cherche du coup un sponsor principal pour la saison prochaine, et Qatar Airways pourrait offrir cette possibilité avec évidemment une augmentation des revenus et potentiellement atteindre les 30 millions, voire les dépasser peut-être avec Qatar Airways en tant que sponsor principal. Par rapport à cette partie, Nico, au-delà de s'attarder sur Qatar Airways et le possible futur qui puisse arriver, ça on en parlera à la fin de saison prochaine si le contrat est prolongé, enfin est conclu en tant que sponsor principal. Qu'est-ce que tu en penses un peu de la stratégie récente de l'Inter qui consiste aussi un peu à multiplier les sponsors? On a YouPower qui a signé récemment, eBay qui avait signé déjà la saison dernière, la revalorisation aussi de Nike qui du coup a versé plus cher, je crois que c'est une période jusqu'à 2030 voire 2031 avec bonus qui a du coup augmenté de 12 millions à 30 millions. Et maintenant, voilà, la volonté, bon, ça n'a pas pu le faire cette saison avec Paramount, mais à cause de Digital Beats qui a malheureusement pas payé la somme l'année dernière. Mais est-ce que tu en penses un peu de la nouvelle stratégie aussi économique de l'Inter de multiplier aussi ses sources de revenus par rapport aux sponsors et ça va aussi un peu dans la continuité d'un sujet qu'on abordera peut-être dans un prochain podcast qui est la construction du nouveau stade. On sent que l'Inter veut assurer quand même économiquement son avenir. Pour moi, c'est une bonne chose. On n'a pas le choix en Italie parce qu'au niveau des droits TV, on est très limité. On n'est pas comme en Première Ligue où ils touchent des grosses sommes et on pourrait se permettre de moins toucher au niveau des sponsors. On voit ici les droits TV italiens, si je ne me trompe pas, ils ont été vendus encore à 900 millions. Ils n'ont pas atteint les 1 milliard qu'ils attendaient. On a vu qu'en multipliant les diverses sources de revenus, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, il y a eu le bilan qui a été annoncé et ils ont encore réduit les pertes. Donc, c'est que ça fonctionne. L'arrivée d'un sponsor, on va dire comme Qatar Airways, c'est quand même un sponsor, je trouve, très important en termes d'apport financier. Ils ont quand même beaucoup de revenus et ça peut apporter aussi une autre visibilité à l'Inter en termes d'investisseurs dans le club. Donc pour moi, c'est une super bonne chose. Le fait qu'ils veulent construire leur propre stade, bon, le côté, on va dire, sentimentaliste, ça va être triste de quitter notre stade actuel par rapport à l'histoire. Mais malheureusement, je pense que si on veut survivre dans le football moderne, on n'aura pas le choix de passer par là. Et je pense que tous les clubs italiens devront passer par là pour redonner un renouveau au championnat. Parce que sans ça, je pense qu'on ne survivra pas. Économiquement, on voit la différence par rapport. On va prendre à la Première Ligue, qui est le meilleur exemple, mais même le championnat allemand et la Liga, même si on réduit sportivement l'écart avec eux en voyant les résultats en Coupe d'Europe, économiquement, on est quand même inférieur à eux. Donc pour moi, c'est une chose positive et ils vont dans la bonne direction. Si ça peut permettre à un moment donné de stabiliser le club, de pouvoir garder notre top player sans se faire peur à chaque mercato en se disant on va devoir vendre un top player on va dire, pour survivre, c'est que du positif. Par rapport à Qatar Airways, tu parlais d'équipes importantes aussi qui étaient sponsorisées par Qatar Airways, notamment, bon, évidemment, le PSG, bien évidemment. La Roma a été sponsorisée à un moment. Le Il y a Bayern aussi. Barça aussi.
Le Et Barça, j'ai un doute. En tout cas, le Bayern a été sponsorisé aussi à un moment. Bon, là, ça s'est arrêté. Donc, aussi, Lorenzo, on est quand même sur un sponsor important en termes aussi d'équipes sponsorisées sur les dernières années. Donc, c'est vrai que, évidemment, financièrement, je pense que la source de revenus devrait être un peu plus fiable que nos chers amis de Digital Beats. Et surtout, en termes d'importance du sponsor, de la marque, on est quand même aussi sur une marque connue et qui a été développée dans le monde du sponsoring du football. Surtout que c'est une marque, beaucoup de clubs italiens, beaucoup de clubs, je veux dire pas que italiens, essaient d'obtenir chaque année. Comme tu as dit, il y en a beaucoup qui l'obtiennent et pas forcément des clubs dont c'est pas des petits clubs, à chaque fois c'est des gros clubs qui l'obtiennent. Donc c'est une marque qui est pas facile à obtenir, qu'ont leurs conditions. Et pour qu'on ait réussi à conclure un accord avec eux, c'est une très bonne chose. Mais ça continue sur la politique du sunning, qui a toujours été de trouver des sponsors à droite à gauche. Il faut savoir que depuis l'arrivée du sunning, leur premier travail était de remettre économiquement l'Inter en ordre, et ça s'est fait par beaucoup de sponsors. Il faut savoir, je crois que la première année, on a signé énormément de sponsoring avec des partenaires chinois, par exemple, vu qu'ils avaient les contacts. Ça continue là-dessus, mais c'est sûr que là, ça va être un sponsor qui va nous donner beaucoup plus d'argent. Euh, D'où on est sûr surtout qu'ils vont payer, parce que c'est vrai que Digitalbix, qui nous avait quand même fait un coup derrière le dos, en ne pouvant même plus payer, mais en voulant toujours être sur notre maillot gratuitement quasiment. D'ailleurs, je ne sais pas si l'Inter a prévu de faire un procès à DigitalBiss pour récupérer l'argent qu'il leur devait. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et en plus, ça va être une bonne chose pour le championnat italien parce que ça leur va permettre de la visibilité au championnat. Et l'arrivée du nouveau stade est aussi une très bonne chose, même si malheureusement Giuseppe Meazza restera dans notre cœur. Messieurs, on va en rester là, en tout cas sur la partie analyse et débrief, si je puis dire, puisqu'on va passer du coup au quiz, au deuxième quiz du coup de la saison. Donc, pour ceux qui avaient vu le précédent épisode, donc c'était Fede qui l'avait emporté face à Gualtiero. Et du coup, aujourd'hui, nouveau quiz. Donc, comme d'habitude, les traditionnelles 10 questions sur le quiz, plus évidemment le dernier, évidemment le fameux Où joue un joueur de l'Inter. Pour le moment, on prend du récent et plus les épisodes vont avancer, plus on prendra des joueurs anciens. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour cette première question? Yes. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, évidemment, par rapport au quiz, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Il y aura quelques capsules sur différentes questions, donc n'hésitez pas à donner votre réponse en commentaire sur Twitter ou sur YouTube. Première question. Quelle est la 4e nationalité la plus représentée dans l'histoire de l'Inter? Donc la nationalité de joueur qui est la 4e la plus représentée. J'exclus les Italiens. Donc, donc les premiers ne sont pas italiens. Donc il y a une première étrangère, deuxième, troisième. Et du coup, quelle est la 4e nationalité de joueur la plus représentée dans l'histoire de l'Inter? Je tenterai l'Uruguay. L'Uruguay? Est-ce que Nico, tu Ouais. as une autre nationalité peut-être à donner? Colombie. Colombie? Eh bien, c'est Lorenzo qui prend le point. Cependant, il y a une petite question bonus avec. Combien de joueurs, du coup, uruguayens sont passés par l'Inter? Donc les deux peuvent répondre toujours, hein, Nico, n'hésite pas. Et on prendra, comme d'habitude, la réponse la plus près. 8. Je dirais une quinzaine. Une quinzaine pour Lorenzo. Eh bien, un point supplémentaire pour Lorenzo. 24 joueurs uruguayens sont passés par l'Inter. Deuxième question. Quelle est la nationalité, toujours hors italienne, qui a marqué le plus de buts pour l'Inter? Et combien de buts les joueurs Nicolas dit avant, donc Argentine. Ouais, Nico, tu l'as dit avant. Et du coup, combien de buts les Argentins ont-ils marqué pour l'Inter? On prendra encore au plus près. Combien de buts les joueurs argentins dans l'histoire de l'Inter en ont-ils marqué? 400. 400 buts pour Nico. Et Je toi, dirais 150. 150? Non, c'est pas possible. Ouais, j'aurais dû dire 200, mais Ok, 200 du coup? ouais, 200.
Et Nico, tu avais dit 400. 400. Eh ben, entre guillemets, Nico, on va dire que tu es le plus proche parce que les Argentins ont marqué 730 buts. Oh ouais. Donc, ouais, ça a marqué pas mal de buts. Après, on est principalement des attaquants, mine de rien. Quand avec Ouais. Lautaro, Milito et les précédents, Cruz. Ah bah oui, bah Icardi, il a plus de 100 buts. Icardi en Ouais, plus. c'est ça. Donc pour le moment, deux buts, enfin 2 points partout, hein, parce que Nico avait été le plus proche et avait en même temps les Argentins. Troisième question. L'Inter-Roma, qui a eu lieu le 26 février 2016. Il y a une victoire 3-1 de la Roma, si vous vous souvenez bien de ce match Ouais. difficile, dira-t-on. Mais du coup, qui sont les buteurs du côté de la Roma? Alors, il y a Nengolan avec un doublé. Il y a Nengolan avec un doublé. Donc déjà, le point est pour toi. Est-ce que tu as le troisième? Enfin, du coup, est-ce que tu as l'autre buteur? Nico, est-ce que si tu as aussi l'autre buteur, c'est 1 point par buteur? Salah? Non, c'est pas ça là qui a marqué. C'est un mec, je sais même plus s'il est en activité ou pas. C'est un ancien de la Roma. Hein. Je crois il était là encore sous l'aventure De de la Ligue. Rossi, Non, c'est un attaquant. Je crois que c'est ailier. Il joue ailier, Totti, disons. Hein? Elie. Ailier. T'as dit qui? Totti. Non, pas Totti. Et Totti joue en pointe, donc Non. non. Alors c'était Perotti qui a Oh, marqué. Ah, oh, C'était bah. ancien Il Perotti. joue encore en 2016? Oh la Ouais, vache. 26 février 2016, il a joué et il a marqué contre nous. Du coup, 2 points de plus, donc on en est à 4,2 pour Lorenzo. Quatrième question, toujours Roma-Inter, vu que c'est notre prochain match, évidemment, le 29 octobre. Roma-Inter, 10 janvier 2021. Match nul entre les deux équipes. Qui égalise à la fin du match pour la Roma? Donc c'est l'année du Scudetto, hein, pour ceux évidemment qui se demandaient. Qui égalise pour la Roma? N'hésitez pas aussi à balancer des noms, les gars, hein, sur Mancini. Mancini. Bonne réponse pour But qui Lorenzo. avait fait un peu, je me rappelle, Discord, parce qu'il avait mis un gros coup de coude, je crois, sur Bastoni à ce moment-là. Ouais. c'est pas le match où Et Hakimi il met une c'est ça. frappe. Ouais, il met un banger. Et Mais je pense que c'est un Conte, match. C'est changement ça. bizarre. Ouais, il fait rentrer Gagliardini, il fait sortir Hakimi. Enfin, bref, des Ouais, changements contesques, hein, comme on dit. Mais, ouais, mais je me souviens parce que ce match-là, il avait lieu vendredi. Je me souviens de ce match, c'est pour ça que je l'ai mis dans la question. Ce match-là, il est le vendredi soir, je m'en souviens très bien. J'ai pas regardé de foot de tout le week-end. C'est le dernier match qui m'a vraiment dégoûté du foot à un point, franchement. Et pourtant, il y a eu que 2-2, mais bref. on les tue. Ah, Et changement et on leur donne le match. ouais, bon. 5,2 du coup pour Lorenzo. Et t'inquiète pas, Nico, tu as toujours des chances de remonter. Il y a quand même encore pas mal de questions et pas mal de points bonus en plus à marquer. Francesco Toldo, j'imagine que vous le connaissez, ce Ouais. bon Italien. Il débarque à l'Inter lors de la saison 2001-2002. Alors du coup, 2 questions en une. De quel club il vient et pour quelle somme il arrive à l'Inter? La Lazio. Vas-y. Donc vas-y, dis club plus somme, comme ça on fera les deux. Lazio, et je dirais qu'il arrive pour 20 millions. Ok, Lazio 20 millions. Nico, tu dis combien? Tu dis quel club et combien? Je pense aussi, oh, punaise, j'avais 4 ans à cette époque. Et je pense que c'était une grosse somme pour l'époque, dans ce que j'avais lu. Je dirais, ouais, 25, même 27, ouais, 25. Ok, alors tu prends le point, donc 5-3 pour Nico. Tu prends le point pour les 25 millions parce que c'était 26 millions 5, donc tu étais le plus près en somme. Par contre, aucun de vous deux n'a le bon club. Ah, Donc squeezé hein, Parme. pour le club. Parme, non. Livourne? Livourne, non. C'est un grand club de Serie A. Fiorentina. Fiorentina. Bien 6 joué. points à 3 pour Lorenzo. C'est vrai qu'il vient de la Fiorentina. Sixième question du coup. On revient à notre ami Poupi. Combien de matchs Javier Zanetti a-t-il joué sous le maillot de l'Inter? Toutes compétitions confondues, on prendra le chiffre le plus près. Et il a le record, je crois, en plus de matchs joués en Serie A de mémoire. Déjà, bah, c'est le joueur évidemment, qui a joué le plus de matchs pour l'Inter. Ah, Combien? 850? 850 pour Nico. Lorenzo, Je dirais 870. 870. Et c'est Nico qui est le plus proche, 6,4. Il a joué 858 matchs. Ah ouais.
Donc la stat en plus avait tourné, était sortie il n'y a pas longtemps, mais du coup, il y a une question bonus qui va avec. Dans ces 858 matchs, combien a-t-il pris de cartons rouges? 0. 0. Et toi, Nico? Ouais, je pense bien 0. 0. Bon, malheureusement, point pour personne. Il avait pris un carton rouge. Carton rouge direct, je parle évidemment. T'as le match ou pas? Et l'année? Je voulais le chercher, mais il y a eu un petit bug sur mon ordi, donc malheureusement, j'ai pas le match. Mais bon, un seul carton rouge en 858 matchs pour un joueur latéral milieu de terrain, bon, c'est quand même plutôt, ça va quoi. On a limité, Ouais, c'est pas fait. C'est pas c'est fait. comme une génération à l'époque. Quand tu te dis que Maldini n'a jamais pris de carton rouge et que Zanetti n'en a pris qu'un seul, c'était des mecs pourtant très physiques sur l'homme, mais qui faisaient des fautes impeccables. Toujours au plus près. En 214 matchs, combien de matchs l'Inter a-t-il gagné face à la Roma? Combien de victoires contre Tu peux l'Inter? rappeler le nombre de matchs? 214 matchs. 214. On prendra le plus près. 160. 160. Je dirais 140. Ah, c'est Lorenzo qui est le plus proche, donc 7 points à 4, si je ne me suis pas trompé dans mes comptes. Avec 7 points à 5 plutôt, parce que Nico avait marqué le dernier point. Et c'est Lorenzo du coup qui est le plus proche, avec 95 victoires pour l'Inter, seulement. C'est vrai. Bon, seulement entre guillemets. Bon, ouais, il y a eu beaucoup de matchs nuls, mine de rien. C'est vrai que je me suis fait la stat, quand même pas mal de matchs nuls. Donc 7 points à 5. On continue avec la 8e question. Combien de buts Lautaro Martinez a-t-il marqué sous les ordres de Simone Inzaghi? Toute compétition confondue ou juste en Serie A? La stat, c'est toute compétition confondue. Donc tant que Lautaro était sous les ordres d'Inzaghi. Au plus près, toujours. Combien de buts notre ami Lautaro a-t-il marqué sous Inzaghi, bien évidemment? 60. Combien? 65? Non. 65 pour Nico. Lorenzo? Moi, je dirais 75. 75. Et bien Nico qui recolle 7-7 parce qu'on a sur un tout pile 65 buts pour Lautaro en 118 matchs contre lui. Donc on recolle 7 points à 2. Il a fait tout ça en 118 matchs. Et on arrive sur les 2 dernières questions. On l'a vu récemment un petit peu donner un peu ses avis football. À quel âge Mario Balotelli a-t-il marqué son premier but à l'Inter et dans quelle compétition il l'a fait? Alors, il me faut l'année et le mois. Bon, je ne vais pas vous non plus le jour, mais l'année et le mois qu'il l'a fait. Donc, s'il l'a fait à 20 ans 17... et 3 mois. À 16 ans en 2009. Alors, 16 ans et combien de mois? 16 ans et 9 mois, je pense. 16 ans et 9 mois. Et toi, Lorenzo? Je dirais en 2009. Mais je crois que je me trompe. Alors, quelle année? Il dit quel âge à quel âge il avait quand il a marqué son premier but? Moi, je pense qu'il avait 17 ans. Je dirais 2010. Alors, 17 ans et combien de mois? 17 ans et 2 mois. 17 ans et 2 mois et 16 ans et 9 mois, c'est ça, Nico? Et bien, c'est Lorenzo qui est le plus proche, donc 8 points à 7, avec 17 ans, 4 mois et 7 jours. C'est pas le plus jeune, hein. Le plus jeune, c'est pas lui. J'ai oublié le nom du mec plus jeune. Je sais plus si c'est Meazza ou qui avait marqué à 16 ans et 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, preuve qu'avant, quand même, les mecs avaient le droit de jouer quand ils étaient jeunes. Mais il y a quand même le point bonus. Donc, peut-être, Nico, tu peux recoller. Dans quelle compétition il a mis ce but? Champions League. Champions League. Coppa Italia. Coppa Italia. 8 points à 6 pour Lorenzo. Qui le marque en Coppa Italia et face à la Regina, mais pas la Regina où Fabian a été prêté, c'est l'autre Regina. Et du coup, avant-dernière question, parce qu'il y a évidemment le où joue. Inter Sassuolo, 14 septembre 2014. Victoire 7-0 de l'Inter, triplé de Mauro Icardi. C'était qui le coach qui a mis cette victoire 7-0? Mazzari. Mazzari. Point pour Lorenzo avec Walter Mazzari qui avait du coup fait cette performance.
On finit du coup avec la dernière question du ou joue. Et c'est un joueur qui est toujours en activité. Donc on va garder les joueurs en activité. Et comme d'habitude, ça compte 2 points. Donc pour le moment, si je me trompe pas, il y a 9-6, si je me trompe pas dans mes points. Où joue actuellement Victor Moses? Le grand Victor Moses. Où il joue actuellement? Je vais Antalya. Vas-y, dis un peu. T'as dit? Je dirais Beşiktaş. Non, pas Antalya, pas Beşiktaş. Allez-y, spammez, n'hésitez pas. Fenerbahçe? Non. On est sur de l'Europe de l'Est. Il n'a pas bougé depuis. Et en plus, c'est le club qu'il a rejoint quand il a quitté l'Inter. Enfin, oui, après, c'est nombreux prêts à Chelsea, évidemment. Mais une fois qu'il a quitté c'est quoi les Chelsea. équipes turques? Parce que c'est le championnat turc, ça c'est sûr. Non. C'est une équipe de l'Est. C'est pas les Turcs. Ah ouais? Non. Équipe pays de l'Est. Adjut Split? Non. Bien l'Est de l'Europe. CSKA Moscou? Non, mais on est dans la zone. Zénith? Dans la bonne zone, toujours. Zénith. Lokomotiv Moscou? Hein? Lokomotiv Moscou? Pas le Lokomotiv, mais vous chauffez. Sporting Moscou? CSKA Moscou? Nico, t'as dit? Sporting Moscou, je pense. Presque. Vraiment pas loin. T'as presque le bon nom. C'est pas le Sporting Moscou. Sportive Moscou? Non, pas sportive. Sport? Non, je sais pas. Non. C'est pas le CSKA Moscou? Non, c'est pas le CSKA Moscou, il avait dit tout à l'heure, donc non, c'est pas. Ils ont un nom similaire à un club de Prague. Ça commence bien par un Spartak Moscou. Victor Moses qui joue au Spartak Moscou depuis qu'il a quitté l'Inter. Et il n'est pas parti en Turquie à un moment? Non, il a joué à Fenerbahçe, mais avant l'Inter. Ah, ok. Là, il n'a joué que chez nos amis russes. Eh bien, écoutez les gars, gros quiz. Franchement, Nico, bravo, parce que franchement, tu as quand même eu des réponses. Le tout pile sur Lautaro, franchement, c'était fort. Donc, mais Lorenzo remporte cette manche. Lorenzo, qui du coup, tu es à égalité avec Fede. Peut-être que dans un prochain podcast, tu arriveras à le battre. Faut être costaud quand même pour battre Fede, parce que là. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, il n'était pas facile à prendre. Après, si je mets plus de questions actuelles, il y a plus de chance. Mais c'est vrai que si je commence à poser des questions sur qui était le meilleur buteur de l'Inter en 89-90, bon, là, faut être bien accroché sur son siège. Eh bien, écoutez, messieurs, on va terminer du coup le podcast sur ce quiz. Voilà, comme d'habitude, ça fait du bien de terminer plus légèrement sur cette partie quiz. Prochain rendez-vous que vous allez voir, il y aura évidemment le Inter Roma. Avec un très bon accueil pour notre ami Romelu Lukaku, j'imagine. Ça s'annonce chaud bouillant. D'ailleurs, José Mourinho a parlé là-dessus. Comme on dirait, les sifflets sont prêts. En même temps, parce qu'on va quand même donner en même temps un peu le calendrier de l'Inter. Après ce match contre la Roma le 29 octobre, donc ça sera dimanche. Dimanche à 18h. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a à 20h45 qui mérite tellement cette place. Le 4 novembre, match encore à 18h face à l'Atalanta. 8 novembre, déplacement à Salzbourg. Et ensuite, le 12 novembre, avant la trêve internationale, réception du Frosinone. Frosinone qui carbure bien sur ce début de saison, malgré leur 12e place. Donc, il y a un calendrier important. Écoutez, merci messieurs du coup pour ce podcast. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à tous! Bonne soirée les gars. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!